Et donc, nous allons passer à Valérie Hayert, fellow à l'Université de Warwick, qui va nous parler de Jacques Cujas et les arts. Bonjour à tous et merci à Dario Mantovani, Xavier Prévost et Alexandra Gottlieb de me permettre de présenter mes travaux. Alors, si l'on s'interroge sur la naissance de l'histoire de l'art, comme l'a fait notamment George Eadie Huberman, on peut dire avec lui qu'elle est née deux fois. Une fois en l'an 77 avec Pline l'Ancien et son histoire naturelle, et elle renaît à nouveau en 1550 avec les vies de Vasari, qui sédimentent toute une tradition de chroniques et d'éloges des hommes illustres d'une cité telle que Florence. Donc, je vais rattacher aujourd'hui mon étude non pas à la tradition cultivée par Vasari, mais à celle initiée par Pline. Parmi les nombreux acquis de l'humanisme historiciste de Jacques Cujas, on a assez rarement souligné la façon dont il a contribué à l'usage scientifique de la langue graphique du droit. Ce que je souhaite aborder aujourd'hui tient à une réflexion sur le rapport que Cujas entretenait avec un type particulier d'image, les figures de la parenté, et ce pour deux raisons. Un des fondements anthropologiques de l'image les plus intéressants pour l'histoire du droit romain est celui qui touche au souvenir des défunts et celle des images comme monumenta, c'est-à-dire en tant que témoins et survivances des rituels funéraires antiques. Il s'agira de donner donc un relief particulier au stemma de Cujas, car la publication de cette source figurée lui a permis d'apporter un éclairage critique à l'étude de l'histoire du droit romain dans toute sa complexité historique et anthropologique. Au cœur de la fabrique du grand juriste, il y a certes, comme on vient de le voir, les images qui sont produites de lui, mais il faut aussi considérer la manière dont il rend compte de l'ordre graphique du droit ancien qu'il met à jour. J'organiserai mon enquête autour de trois pôles, généralement disjoints par les traditions académiques. Dans un premier temps, je rappellerai les buts affichés par Cujas lorsqu'il publie ce stemma très ancien. Il s'agit d'une part de replacer la trouvaille de Cujas dans l'étude critique des diagrammes de parenté. Le stemma de Cujas permet de réfléchir à la mise en image et à la transmission des sources graphiques dans l'archéologie du droit romain. La forme diagrammatique du stemma que reproduit Cujas est un développement exclusivement graphique. Le stemma qu'il découvre dans un manuscrit du IXe siècle est tout à fait à part. La figure se déploie à la fois au-dessus de son nœud central et au-dessous, et elle n'est pas accompagnée d'un commentaire verbal. Il faudra dans un second temps s'arrêter sur la question sémantique des stemmata. Les images des ancêtres qui sont à la source de la reconstitution des stemmata chez les juristes correspondent à la réalité romaine décrite par Pline. Quels sont les différents partis pris des juristes humanistes quand ils tentent de reconstituer plusieurs modèles graphiques de stemmata? En quoi l'exposition graphique d'une norme juridique permet d'en comprendre les agencements et les stratégies? Je chercherai dans un dernier temps à retracer la dimension symbolique de cette langue graphique. Ces images ne servent-elles qu'un but didactique? Quelle est la portée de la trouvaille de Cujas pour l'histoire du droit et de sa symbolique? Et il nous faudra donc explorer les dimensions symboliques de ces images pour montrer comment la raison graphique, c'est la traduction qu'on donne d'un livre de Jack Goody, des juristes humanistes, a autorisé des pensées neuves. Donc tout d'abord, Cujas est la trouvaille d'un stemma particulièrement original. Dans un article récent, les collections de textes juridiques antérieurs au corpus de Justinien, de Sichard à Schulting, donc XVIe, XVIIIe siècle, Jean-Louis Ferrari a documenté la tradition de restauration de la palingénésie des sources anté-justiniennes avant Anton Schulting, 1717, en soulignant le rôle que Cujas, aidé d'Aymar de Ransonnet, a eu dans cette entreprise. Cujas n'a pu évaluer la portée exacte de certains textes de Justinien, car il ne connaissait pas encore le texte des institutions de Gaius, qui ne sera redécouvert qu'au XVIIIe siècle. Lorsqu'il publie ce stemma dans le chapitre 40 du livre 6 de ses Observationes, il signale d'abord sa dette envers Aymar de Ransonnet, qui, après avoir été président de chambre au Parlement de Paris, est mort en 1559 à la Bastille, où il avait été emprisonné. Vous voyez ici la citation
de Cujas, donc je traduis un extrait. J'ai voulu mettre devant les yeux et les esprits l'ancien stéma des relations de parenté qui se trouvait au début d'un certain manuscrit du Code théodosien qui m'a été prêté par Aymar de Ransonnet. Ce stéma, appelé communément stéma de Cujas, est reproduit dans les éditions de 1574, 1578, 1584, 1591, 1595, 1606, 1609, 1614, 1617, 1658, comme l'a retracé magistralement Eduardo Volterra, ainsi que dans les éditions cujassiennes du Code théodosien de 1586 et 1607. Dans sa seconde édition du Code théodosien, celle de 1586, Eduardo Volterra insiste sur le fait que Cujas insère le stéma à côté des principales œuvres juridiques antéjustiniennes, et donc il souligne combien cette insertion prouve l'importance que Cujas accorde à ce document graphique. Il n'y ajoute cependant aucun commentaire ni élucidation supplémentaire. Donc, dans ce texte, Cujas rend compte d'abord de son intention de frapper l'œil et l'esprit en même temps. En fait, cette expression « oculis animisque subieci » renvoie très exactement à la manière dont Velleius Paterculus a rendu compte de sa méthode historiographique. Je cite, « Un tableau condensé de faits connexes fait plus d'impression sur l'œil et l'esprit que celui qui donne ces faits séparément dans leur ordre chronologique. » Fin de citation. L'histoire romaine est donc conceptualisée comme une image condensée et cohérente, dessinée rétrospectivement, particulièrement apte à s'ancrer dans la mémoire et à marquer durablement les yeux et l'esprit du lecteur. Comme l'explique Eduardo Volterra, Cujas parle de l'institution de la conventio in manum, car il avait compris que le système auquel renvoie ce stéma est complètement différent de celui dont traite Paul dans son petit traité De Gradibus, reproduit en partie dans le Digeste 38-11. Il avait compris donc que ce document exprime graphiquement des catégories différentes du calcul du comput qui lui étaient familiers. Donc le problème, on le voit, est d'abord historiographique. À l'époque où il publie ce stéma, on ne connaissait donc pas le texte de Gaius sur la succession réglée par la loi des 12 tables, puisque le palimpseste du texte de Gaius ne sera redécouvert à Vérone qu'en 1820. Et ce qui est fabuleux, c'est d'imaginer que Cujas a perçu avec une grande intuition qu'il se trouvait en face de l'exposé graphique et synthétique de la très ancienne, dit antiquissima, succession romaine ab intestato, et il a donc traité cette source graphique avec un soin philologique tout particulier. Ce système ancien disparaît très tôt puisqu'il n'apparaît déjà plus dans les ouvrages des juristes du IIIe siècle. En publiant cette source figurée sans pouvoir l'élucider complètement, Cujas démontre le plus grand respect qu'il entretient vis-à-vis d'une source imagée. Les éditions ultérieures de ce stéma n'entretiendront guère cette intégrité, et Cujas emploie le terme descriptio au sens juridique du verbe latin describere, c'est-à-dire faire une copie d'un document, que celui-ci soit un document privé, un testament, ou bien un document déposé dans une archive publique. Mais ici, la description est également une opération pratique qui vise à délimiter les frontières. On trouve ce sens, bien sûr, chez Vitruve. La plupart du temps, les historiens du droit n'ont ni remarqué l'originalité graphique de ce stéma, ni motivé les raisons pour lesquelles ils reproduisent ou non l'image que Cujas avait publiée avec un si grand soin. Cette langue graphique de la parenté est rapidement tombée dans l'oubli, et donc je vais essayer aujourd'hui d'en restituer les linéaments. Donc les stémata, d'abord dans l'économie visuelle du savoir du Moyen-Âge et ensuite à l'âge moderne. À l'époque où le stéma de Cujas est publié, ces diagrammes s'inscrivent dans le contexte plus large et éprouvé de la visualisation des sources scientifiques. Ces diagrammes sont tracés, ici on voit à l'encre, donc dans le document médiéval, colorés en vert, rose et rouge, ornés de rinceaux. Les initiales et inscriptions sont à l'encre brune et les rubriques, rubrica vient de Roubert, sont relevées à l'encre rouge. On trouve parfois des images d'un raffinement extrême, comme par exemple une table d'affinité, ici qu'on date de 1331 environ. On l'a attribuée au maître du registre, elle date donc de 1328.
Et elle est issue de la Lectura super arboris consanguinitatis et affinitatis du canoniste laïque Giovanni d'Andrea, qui vécut jusqu'en 1348. Son commentaire était très répandu du XIVe siècle, même jusqu'au XVIIe siècle. Ici, vous voyez une image peinte à tempera sur vélin, et la table d'affinité présente plusieurs épisodes de la Genèse. Donc on voit Adam et Ève de part et d'autre de l'image. L'image est de très mauvaise qualité, je regrette. On trouve parfois des images donc, d'une valeur artistique importante. Ici, dans un codex du Vatican, qui est d'ailleurs cité par Volterra, on a un des stémata qui propose 2 figures en pied, les époux, de part et d'autre d'une vigne, et dont la souche est plantée dans une tête de renard. En bas, on voit une scène de chasse qui met en scène un couple de lévriers poursuivant un lièvre ou bien un lapin, un signe de fécondité. Et du côté masculin, on voit que le tronc de l'arbre est lisse, tandis que du côté féminin, il est écoté. Une de ses branches a été coupée à ras. Donc, de même que l'arbre écoté, la famille de l'épouse doit se séparer de ses surgeons pour se marier plus loin. La valeur didactique, heuristique et mnémonique de la notation diagrammatique est bien attestée au Moyen-Âge, puisque quand le sujet est approprié, les auteurs de théologie, de droit civil ou canonique ont recours à la notation diagrammatique. Elle sert à la fois donc de valeur mnémonique, mais aussi heuristique, car elle sert à enregistrer un savoir sous une forme graphique particulière. On peut ainsi réduire des arguments complexes sous la forme d'un stéma. Le problème pour nous, c'est que la présentation sous forme de stéma n'est souvent pas archivée de la même manière qu'un texte en prose. Elle n'a pas d'incipit. Donc c'est pour cette raison que ces figures sont souvent mal décrites ou même non reportées dans les catalogues. Tout un pan donc, de recherche sur la langue graphique de la parenté a longtemps échappé aux historiens du droit. Comme la structure d'un stéma est hiérarchique et non syntactique, sa lecture implique également une autre méthode de lecture que celle à laquelle nous sommes habitués. Et le tracé des lignes de la parenté est également donc, un artifice mnémotechnique. Le dessin de cette ordonnance, où chacun trouve une place circonscrite, sert de mémoire graphique, car le tracé physique doit pouvoir, à son tour, se graver dans l'esprit. Le cas du stéma de Cujas est ainsi l'expression graphique d'une norme, mais cette forme a été largement négligée par toute une tradition à la fois discursive et même positiviste de l'histoire du droit. Dans son étude fondamentale, Eduardo Volterra a pu retracer la présence de stémata similaires à celui de Cujas dans 4 codices qui appartiennent à un arc temporel qui va du 8e au 10e siècle. Et il émet l'hypothèse que les 5 types de stémata présents à chaque fois dans les 4 sources renvoient en fait à des époques différentes et expriment graphiquement différentes catégories de représentation de la succession ab intestato, même si le critère selon lequel ces types ont été choisis et copiés demeure inconnu. Alors, l'héritage graphique d'Isidore de Séville, et on doit le rappeler pour bien comprendre la force de ces visualisations. Donc il faut remonter aux étymologies d'Isidore de Séville, car les propositions graphiques contenues dans son encyclopédie marquent durablement la présentation des titres du digeste qui traitent de cette question. Donc chez Isidore de Séville, comme chez ses prédécesseurs, l'histoire des figures de la parenté ne suit jamais une ligne téléologique qui puisse rendre compte du remplacement d'un schème iconographique par un autre. Vous voyez ici les 3 figures, donc la première, la deuxième et la troisième. Les 3 figures des étymologies d'Isidore de Séville dans un manuscrit particulièrement soigné conservé à Saint-Gall. Donc ici, on voit que dès le texte d'Isidore, on façonne la séquence en une structure pleinement réalisée. On produit une magnifique triade de diagrammes visuels qui vise à englober tous les cas possibles. Ces 3 formules visuelles situent ce moi individuel d'abord au sommet de sa pyramide architecturale. Ici, on a une pyramide carrelée. Ensuite, il faut se rappeler que le diagramme est toujours conçu pour être vu du point de vue d'Ego. Puis, au cœur de son arbre organique, c'est la deuxième figure, un arbre qui est en expansion. Et enfin, comme noyau du schéma concentrique, un schéma mathématique rayonnant. Et alors, dans le cas de ces 3 modèles, quel ego pourrait échapper
à l'attraction de l'appartenance dans ces cadres de construction du monde. Les 6 degrés du cercle limité des parents correspondent chez Isidore également à la vision eschatologique des 6 âges de la jeunesse du monde. Alors évidemment, la figure en forme de roue se prête particulièrement bien à cette formulation. Donc, quel est l'usage et comment sont construits ces stémata? D'abord, Cujas emploie le terme stéma selon le sens spécialisé du diagramme propre au calcul de la parenté, en faisant référence donc au texte de Paul, Digeste 38, 19, un texte qui pose énormément de difficultés. En effet, il n'est pas aisé de déterminer avec précision ce dont il s'agit. Les stémata sont-ils des diagrammes décrivant un cas pratique, c'est-à-dire une famille précise? Servent-ils d'outils analytiques et donc d'arbor consanguinitatis, tels que les médiévistes vont les illustrer et utiliser par la suite? Sont-ils une sorte de schème mnémonique? Comment articulent-ils la mise en image d'une question de droit à son intellection? Et comment sont-ils construits? Un article récent de Yolanda Ruggiero rappelle combien l'interprétation du passage de Paul a été débattue de manière acharnée pendant un siècle. Le passage de Paul, qu'on date habituellement de 300 avant Jésus-Christ, serait en fait une analyse de la mise en image de stémata descriptifs qui emploient sans doute des termes qu'on utilisait à l'époque dans les domaines de l'arpentage et des augures. De ce point de vue, Yann Thomas rappelle un point fondamental. Je cite « Mise en présence du liber gradibus de Paul, le lecteur ne doit pas s'attendre à lire un texte fini. Au mieux, prendra-t-il conscience d'un moment privilégié où émerge pour nous une très ancienne tradition textuelle? Saisira-t-il un mouvement de la très longue durée de la translation écrite ?» Fin de citation. Donc il faut concevoir ce texte de Paul d'abord comme un travail de synthèse qui vise à harmoniser l'ensemble des positions généalogiques virtuelles à l'intérieur de 2 plans normatifs différents appartenant à des époques variées. Donc ici, Cujas, vous voyez, parle en fait d'iconismos, d'iconisme, sive formas, dans ce texte, et donc il précise sa démarche en employant ce terme grec, un iconisme, c'est-à-dire une image-outil dont on fait un usage technique. Tous les juristes qui vont commenter ces textes vont mettre l'accent sur la construction de ces diagrammes. La manière dont sont construites ces arborescences généalogiques est par exemple détaillée par Fontana dans sa Bibliotheca Legalis de 1694. Donc je traduis la citation que vous voyez ici. Spenerus et Ritter Schusius et d'autres auteurs que j'indique dans la 4e partie de ma bibliothèque à l'entrée généalogie nous enseignent comment bien construire les arbres de consanguinité ou d'affinité. Ritter Schusius les construit en commençant depuis la souche la plus ancienne et en descendant vers le bas par degrés de génération en génération d'ascendants jusqu'à nos jours. D'autres, au contraire, mettent la souche des anciens vers le bas et remontent ensuite de dessous vers le haut, de génération en génération d'ascendants jusqu'à nos jours. Quant à Spenerus, il commence par le présent, c'est-à-dire qu'il compte latéralement à partir de la personne sur laquelle il s'interroge depuis la gauche en progressant latéralement sur l'arbre vers la droite, de génération en génération, de façon à ce que l'œil puisse porter sur tous les membres de la famille agnatique et cognatique. Fin de citation. Donc, une des questions que se posent les juristes humanistes, c'est de reconstituer finalement ce qu'étaient les stémata chez Pline. Donc on va essayer de restituer les difficultés du texte de Pline afin finalement de compenser l'hypertrophie du calcul abstrait qui accompagne les restitutions de ces diagrammes. C'est véritablement l'humanisme juridique qui a cherché avec passion ce que pouvaient désigner concrètement, d'un point de vue anthropologique, les stématas antiques. Ces images sont détaillées donc dans les 14 premiers paragraphes, dans l'ensemble des 14 premiers paragraphes du livre 35 de l'histoire naturelle. On a le contexte qui permet de comprendre ce que sont ces stémata. La mémoire des ancêtres sous forme imagée exprime à la fois une volonté d'identification à un groupe valorisé par ses ancêtres et également se déploie comme un spectacle dans la domus pour les autres qui y sont admis, et aussi à l'extérieur, dans certaines circonstances, les funérailles par exemple, lors d'une pompe funèbre.
et également dans un certain nombre de lieux soigneusement choisis pour cette raison et socialement reconnus. Donc Pline décrit les atria du passé, atria apud maiores, dans leurs armaria, les processions de ces images sur des tables décorées d'images peintes. Il décrit aussi la forme des tabulina, remplies des témoignages des exploits d'anciens magistrats sur le forum. Et parmi les différents types d'images contenues dans ces atria, Pline associe un verbe à stemata. Il dit stemata lineis discurrebant. Donc ces images de portraits peints liés par des guirlandes sont des témoignages qui aident à construire la mémoire d'une famille et qui la racontent en exhibant des portraits ressemblants qui sont autant de preuves légitimes visuelles. Maurizio Bettini les définit comme des archives familiales iconographiques. Et Pline rapporte même que l'orateur Messala a protesté contre la greffe, il emploie le verbe inseri, du buste d'un membre de la famille Laevini sur ceux de ses ancêtres. Donc, à côté des élucidations lexicales qu'on trouve dans les lexiques juridiques, et notamment des auteurs tels que Barnabé Brisson, voici l'article Stemata ici, on a également le témoignage de Pardoux Duprat, de Johannes Calvinus, dit Cal. Alors, je vais regarder rapidement ces trois premiers témoignages issus des lexiques juridiques, puisqu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir ce qu'en dit ensuite Alcia, Étienne Forcadell et François Othman, pour donner un éventail plus complet des solutions proposées par ces juristes humanistes. Donc Barnabé Brisson, dont vous voyez l'article ici, insiste sur la forme, du point de vue vraiment graphique, la forme ronde des stemata. Il parle de rotunda imagines. Il cite toutes les autorités, mais je n'ai pas le temps de développer ici. Pardoux Duprat reprend également les mêmes sources. Là, c'est simplement un fragment de l'ensemble de l'article. Et Johannes Calvinus, lui, relie également le mot au verbe grec qui signifie couronner, mais il ajoute déjà la conjecture controversée d'Alcia que va critiquer Forcadell. Donc, d'abord, André Alcia, dans sa restitution du terme, alors c'est au Parerga, livre 2, chapitre 30, Alcia va s'opposer au principe de la lectio difficilior potior, autrement dit, des deux leçons, la plus difficile et la plus probable. Et il va proposer d'amender le texte du digeste en remplaçant stemata par schemata, citant son emploi chez Vitruve. Donc il admet que sa lecture est audacieuse, mais il met en avant le sens que lui prête Vitruve dans son traité d'architecture 9.1.5, où Vitruve en fait renvoie à une figure géométrique pour évoquer ensuite le schéma trigonie, c'est-à-dire la forme d'un triangle donné par trois lignes séquentes. Étienne Forcadell, lui, va reprendre en détail la conjecture d'Alcia dans son Cupido Iuris Spiritus au chapitre 22, 4. J'utilise la traduction de Anne Tessiès-Minger. Le titre s'appelle « Ce que Paul entend par stemata cognationum ». Donc c'est un extrait de cette citation. Voici ce que dit Forcadell. « J'appelle arbre généalogique la série des portraits et des noms des ancêtres disposés en couronne que Paul mentionne en Digeste 38.19. Un arbre généalogique, dit-il, est clairement délimité par deux lignes, l'une supérieure, l'autre inférieure. Le mot vient du verbe grec couronner, parce que les Romains, qui faisaient l'étalage de la splendeur de leur sang, avaient l'habitude de disposer dans leurs entrées, en forme de couronne, les portraits en cire de leurs ancêtres, en indiquant les degrés de parenté au moyen de certaines lignes. Et puis plus loin, de ce même verbe est tiré ton prénom, Stéphane, c'est-à-dire le couronné. Alors là, c'est une autopromotion de Stéphane Forcadell. Alcia, et c'est là qu'il critique Alcia, Alcia, à son habitude, change une lettre et veut dire schemata au lieu de stemata, donc il fait la référence au Parerga, dans la mesure où un schéma est une image ou une figure, ainsi que je l'ai moi-même trouvé employé dans ce sens. En effet, Vitruve, etc. Mais je crains, dit Forcadell, qu'il soit risqué de s'écarter d'une leçon communément attestée et reçue, dès lors que tous les auteurs les plus célèbres ont partout employé le même mot, et à cet endroit, il est absolument inutile de lire schéma au sens de portrait. Fin de citation. Donc on voit que la restitution du sens des stemata est bien sûr un cas d'école de lexicographie juridique, mais l'énigme lexicale pose d'abord, certes, la question de la méthode et des critères philologiques qui doivent primer,
On voit bien la formalisation des lexiques juridiques conduit à hiérarchiser visuellement différentes acceptions lexicales de manière souvent arbitraire. Mais on voit bien aussi qu'ils sont tous à la recherche de cette langue graphique perdue. François Othman, lui, exerce également son ingéniosité sur ce passage et va encore plus loin qu'Alcia dans sa dissertation sur les noces chastes ou incestueuses, une œuvre posthume. Il reprend la question pour proposer non pas schemata ou même stemata, mais themata, et il affirme un peu curieusement que le cas ressemble en fait à la correction que Beroald doit apporter à un passage de la biographie d'Auguste par Suétone, où certains manuscrits donnaient stemma, mais en réalité il fallait lire théma, c'est-à-dire au sens de thème astrologique. Ce qui est plus intéressant, c'est que Othman va consacrer un long passage, une vingtaine de pages, au sens qu'il faut donner à themata par rapport à stemata. Il veut en fait abandonner le principe d'énumération des liens de parenté en partant seulement du haut, acapité, et en descendant, sans envisager de les énumérer en remontant ou bien même latéralement. En inventant une nouvelle possibilité graphique, François Othman propose de multiplier les valences de la parenté accrochées à un même individu. Donc, j'ai ici 3 exemples d'illustration de ces images de la parenté. Vous voyez tout de suite que Othman a bien compris la part de jeu qui définit ces schémas virtuels. Il montre que ces configurations peuvent se réassembler autrement. Othman revient par exemple à l'idée que le calcul des relations de parenté est un déplacement sur une échelle, scala, donc évidemment il reprend le passage du digeste 38, 10, 10, 10, mais il le reprend littéralement, puisqu'il souligne ainsi, il fait faire à son graveur un diagramme tout à fait différent qui souligne les degrés qui sont montrés comme des échelles ou des endroits en pente que l'on peut aussi bien monter que descendre. Et ici, la posture du petit personnage au centre, qui représente Ego, est dynamique, puisque de ses 2 bras, il indique les lignes ascendantes et collatérales, et de ses 2 jambes, elles sont également représentées en mouvement, et elles signalent tous les chemins possibles de lecture du diagramme. Donc, vous voyez que cette langue graphique des stemata est restituée, et il nous faut maintenant comprendre l'originalité du document iconographique publié par Cujas. Donc, à la différence des autres stemata présents dans le manuscrit carolingien, celui de Cujas choisit de reproduire finalement un seul folio. Donc, dans le manuscrit original, il y en a 5, et il choisit seulement ce stemma que vous voyez, qui était représenté dans le manuscrit sur un folio isolé. La partie inférieure du stemma se compose de 3 colonnes. La première concerne les femmes in manu, la deuxième les descendants in potestate, et la troisième concerne les femmes descendantes in potestate. Donc Cujas a bien compris qu'il avait affaire donc à un document à la fois très original et très ancien, dans lequel une colonne entière est réservée à la catégorie des femmes in manu maritis. Les sources anciennes confirment ce que montre le stemma, à savoir que la conventio in manum, en conférant à la femme la qualité de descendante légitime à l'égard de son mari et de ses ascendants, créait un lien de consanguinité entre elle et les descendants directs de son mari qui étaient dans sa potestas. L'aspect le plus marquant du mariage avec Manus concerne la position de la femme vis-à-vis de son mari et de ses enfants. Plusieurs juristes nous disent spécifiquement que le mariage avec Manus changeait le statut légal de la femme, de telle sorte qu'elle devenait en quelque sorte le parent de la femme. Elle devient in loco filiae, c'est-à-dire à la place d'une fille vis-à-vis de son mari. De plus, les juristes rapportent également qu'une femme mariée avec cette convention in manus était in loco sororis, c'est-à-dire à la place d'une sœur par rapport à ses propres enfants. Donc, les avatars ensuite du stemma de Cujas dans les éditions du XVIIIe, donc vous voyez ici l'édition napolitaine de 1722, vont finalement reprendre la figuration du stemma, mais le stemma initial de Cujas, celui le modèle manuscrit, va progressivement disparaître, puisque dans l'édition de 1758 publiée à Venise, on voit bien que le graveur a produit une nouvelle figure sans lien direct avec le manuscrit source. Et dans l'édition napolitaine de 1758, vous voyez que
Là, la fidélité au texte a bien été conservée, mais pas celle que Cujas vouait à l'image, puisque les deux figures manquent et sont remplacées par une frise en forme de cône. Alors, une chose qui est intéressante, c'est de regarder ces deux bustes présents au sommet du stemma. Dans sa description des deux bustes, Eduardo Volterra s'appuie sur la représentation de la coiffure pour distinguer une figure féminine à droite et une figure masculine à gauche, dans le manuscrit carolingien. Il ajoute que l'imprimeur ou le dessinateur qui a reproduit le stemma en 1564 n'a pas interprété avec exactitude le dessin du IXe siècle, car en dessinant deux figures féminines, il l'a modifié selon le goût de l'époque. Je crois, pour ma part, que le dessinateur à qui Cujas et Guillaume Rouillet, l'imprimeur, ont confié la reproduction du stemma, a été très précisément guidé et qu'il a eu raison de reproduire deux figures féminines. Guillaume Rouillet, on le sait, était un libraire et imprimeur humaniste qui a reçu une formation de latinisme et qui était à la pointe de l'innovation graphique et typographique. Il s'est notamment spécialisé dans la publication en latin des œuvres du Mos Gallicus, Tiraco, Coras, Doirin, et Cujas évidemment, et il s'est entouré des meilleurs graveurs. Pour le promptueur des médailles, c'était Georges Reverdy. Il fut un éditeur scientifique très méticuleux, prêt à inclure le principe de l'ud pictura poesis dans toutes les matières, y compris le droit. Il a évidemment publié aussi des éditions célèbres des Emblemata d'Alcia. Il est donc difficile d'imaginer que Cujas n'ait pas éclairé le graveur du stemma. Dans le manuscrit latin et dans les restitutions imprimées de ces bustes, la différenciation, vous le voyez ici, des sexes est assez peu flagrante. Et dans la gravure de 1564, comme dans la source manuscrite, ce sont surtout le vêtement et la coiffure qui sont significatifs, car les corps sont peu différenciés dans leurs attributs sexuels. Dans un manuscrit des étymologies d'Isidore de Séville, conservé à Saint-Gall, qui date également de 900 environ, deux personnages en buste coiffent une des figures de la consanguinité, cette pyramide à degrés que j'ai montrée, et la barbe y sert de signe discriminant. Donc là, je vous montre un détail. On voit très clairement que quand on veut figurer un homme, on lui met une barbe et on le différencie très fortement de la figure féminine. Donc dans les sources médiévales, les cheveux et les poils sont des signes particulièrement présents. La manipulation des cheveux était l'une des façons les plus courantes et les plus expressives pour les femmes de se lamenter. C'est la fameuse evulsio capillorum. Elles pouvaient tirer sur leurs cheveux ou même les arracher lors du deuil. Et elles pouvaient aussi laisser tomber leurs cheveux lâchés sur les épaules, ce qui était une forme de deuil exclusivement réservée aux épouses et aux veuves. Donc c'est peut-être en fait cette idée que le graveur a voulu transposer en remarquant que la figure de droite a les cheveux lâchés par rapport à celle de gauche. Comme les femmes mariées ou xores laissaient tomber leurs cheveux, elles rompaient ainsi la norme sociale habituelle, puisque en fait, les cheveux longs et détachés sont normalement un signe caractéristique de puella, de virginité. Donc seules les femmes mariées, uxores et non mulieres, portent leurs cheveux attachés. Cet indice iconographique a pu être retracé dans des rites funéraires qui datent au moins du VIe siècle. Je vais passer maintenant à la dimension symbolique de cette langue graphique de la parenté, en montrant qu'une des sources probablement intéressantes à regarder, c'est l'art de l'arpentage. Comme le remarque Yann Thomas, le nom latin de la parenté par alliance est très suggestif, lat finitas, qui désigne très exactement la mitoyenneté, lat finis étant au sens propre le voisin limitrophe, ne doit pas être pris en contexte parental pour une pure métaphore. Les époux, dans l'organisation sociale primitive, appartenaient sans doute à des familles dont les terres se jouxtaient et n'étaient pas trop éloignées pour mériter le nom dat fines. Cette triple articulation du territoire, de la parenté et de l'alliance montre combien les deux sphères topographiques et parentales sont longtemps restées superposées. Vous voyez ici un diagramme d'arpentage, puisque en fait, je souhaite rapprocher l'intérêt de Cujas pour ce stemma des recherches que Aymar de Ransonnet a consacrées aux manuscrits des Grammatici et à l'art de l'arpentage. Aymar de Ransonnet s'est longtemps préoccupé de publier un recueil de textes de droit romain, une sorte de jurisprudentia ante Justinianea,
en la concevant d'une manière très large, accueillant à côté des textes juridiques proprement dits, des textes épigraphiques et des extraits des grammatici. Ransonnet donc a été un précurseur dans ce domaine, car il a lié la compréhension des textes juridiques à celle des agrimensores ou finitores, pour se servir de l'articulation texte-image dans l'étude de ces textes, qui en fait, seule cette articulation entre texte et image permettait la compréhension de certaines situations abstruses. Donc, de même que pour les grammatiques, le tracé des limites obéit à des règles précises. On a une orientation déterminée, un tracé rectiligne, une intégration dans un réseau orthonormé. Le tracé du stéma et sa raison graphique peut être rapproché d'une manière de diviser et de décrire qui s'inspire de l'arpentage. Ainsi, dans la construction de ces stémata, les Romains se servent de la recta linea, qui renvoie en fait au tracé graphique de la ligne directe, et même l'expression qu'on voit souvent directo-limité correspond en fait à un terme technique qui, en fait, dans les traités d'arpentage, indique la ligne réellement tracée au sol. Donc, de là, il est sans doute possible de lire ces restitutions graphiques en prêtant attention au tracé, à la notion de limes et aux conventions qui servent à marquer dans les manuscrits telle ou telle opération de découpage, qui a d'abord donc une raison graphique. Les axes du stemma ont une fonction de repérage, car les cases situées dans les 3 colonnes du bas du stemma de Cujas sont reliées, donc je reviens au stemma, par des phrases écrites, on voit très bien sur cette édition, des phrases écrites horizontalement, vous lisez consanguinei sunt interse, etc. Et pourquoi c'est très important de maintenir cette lecture horizontale? C'est parce que ces phrases permettent une équiparation graphique, puisqu'en fait, cette mention dans la première case de luxor quae in manu viri, au premier degré du compute, dans la première colonne, il faut bien qu'elle soit figurée au même niveau que la case du filius qui ex potestate non exit, donc dans la deuxième colonne, et la troisième colonne au même niveau que la fille quae in potestate est, dans la troisième colonne. En effet, elle synthétise visuellement cette possibilité d'équiparation entre plusieurs positions juridiques. On signifie visuellement la doctrine suivante, la femme in manu maritis, qui s'unit lors d'un mariage légitime au titulaire de la manus, peut être juridiquement équiparée à la fille née d'un mariage légitime d'un citoyen romain, et ainsi elle devient consanguine de son propre mari et consanguine comme sœur des fils de celui-ci. Donc voilà, je conclurai à travers ce cas du stemma de Cujas et puis la restitution qu'en font les humanistes de l'époque. J'ai souhaité poser plus largement la question de ce que Cujas retient des artes au sens antique du mot et non pas au sens des beaux-arts. Le rôle que Jacques Cujas a joué dans la longue élaboration de la langue graphique de la parenté et de la lignée est symptomatique du dialogue qu'il a suscité entre droit et art. Non seulement Cujas a deviné l'importance fondamentale de ce document pour la reconstitution de la palingénésie des sources antéjustiniennes, mais plus radicalement, il a montré qu'une image pouvait servir de source du droit au même titre qu'un fragment textuel. Merci.